À toutes et à tous, chers collègues. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés aux hypothèses économiques et sociales qui ont justifié le choix de recourir à l'autoroute A69 pour améliorer la liaison entre Toulouse et Castres. Je souhaite la bienvenue à monsieur Jean-Marc Hoffner. Vous êtes urbaniste, pardon, ancien directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, membre de l'Institut de recherche des transports. Vous enseignez également à Sciences Po Paris et à l'École des Ponts, pour ne citer que quelques étapes de votre riche parcours professionnel. Une infrastructure autoroutière constitue, vous le savez, un équipement majeur. En irriguant un territoire, elle emporte de nombreuses conséquences sur la démographie, la localisation de l'habitat ou encore celle des activités économiques. Elle est à la fois un élément d'une politique d'aménagement du territoire et le catalyseur d'activités qui seront la conséquence de son existence. Aussi souhaitons-nous avoir votre éclairage sur ce qu'une autoroute apporte à un territoire, plus particulièrement réfléchir avec vous sur ce que l'autoroute A69 peut apporter au sud du Tarn, au bassin d'emploi Castres-Mazamet. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet de longue date voulu par les élus locaux, dont la genèse, portant d'abord sur l'élargissement de la route nationale, remonte aux années 80. Je me permets de vous rappeler que cette audition donc, est publique, qu'elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Monsieur, bien que vous ne soyez pas directement concerné par l'autoroute A69, je dois néanmoins préalablement, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure. Monsieur Jean-Marc Hoffner. Je jure donc de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Merci, monsieur. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame la rapporteure, Madame Christine Arrigui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Hoffner. Merci de votre présence pour échanger sur l'autoroute A69 et plus particulièrement sur des politiques d'aménagement du territoire. Donc, l'amélioration de la liaison routière entre Toulouse et Castres est portée, comme cela vient d'être dit, par les élus communaux, départementaux, régionaux pendant des décennies, on peut le dire carrément. Leur demande initiale pouvait être qualifiée de raisonnable au sens de l'élargissement de la route nationale et de son aménagement, qui était moins consommatrice de terres, surtout que nous sommes dans le Tarn, ici, là, sur des terres particulièrement riches, terres alluvionnaires, et d'une biodiversité également extrêmement dense. Malheureusement, l'État, pour raison budgétaire, n'a pas soutenu cette démarche et a imposé une autoroute mettant à la charge des seuls usagers, qui sont d'ailleurs majoritairement d'Occitanie, puisqu'il s'agit, comme on peut le dire, d'une autoroute à desserte locale. Je ne sais pas si ça existe vraiment dans le code des transports, mais en la réalité, c'est bien celle-là. Et donc un équipement qui aurait pu relever de la solidarité nationale. Donc votre audition doit nous permettre, grâce à votre expérience, d'évaluer ce qu'un tel équipement peut apporter à un territoire et ce que ce dernier ne doit pas en attendre. Alors, au sens de l'article L 111.3 du Code des transports, je vous en parle du questionnaire qui vous a été adressé, il est indiqué la programmation des infrastructures et les déploiements de l'offre de services de mobilité permettent d'assurer le maillage des territoires à faible densité démographique par l'organisation de dessertes à partir de grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l'organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacement de la population. Il s'agit d'un article qui est la déclinaison de la loi d'orientation sur les mobilités du 24 décembre 2019. Or, préalablement, donc, et en liaison avec cet article, nous souhaitons répondre à une interrogation qui s'est fait jour lors de notre commission, celle de l'enclavement. L'argument principal utilisé dans les documents préparatoires à la DUP et à l'autorisation environnementale est l'enclavement de Castres-Mazamet. Peut-on réellement utiliser cet argument pour une ville desservie par la route, le rail et un aéroport, dont les liaisons aériennes sont d'ailleurs subventionnées par l'État qui plus est? Ne serait-il pas plus exact de considérer que le débat porte sur une modernisation des infrastructures, mais que l'argument du désenclavement est artificiel et en tout le moins ne justifie pas nécessairement la mise en place d'une autoroute en lieu et place d'un aménagement d'une route nationale sur toute ou partie de son parcours. Donc, je vous ai adressé pour toutes ces questions, pour toutes ces interrogations un questionnaire
qui a été, comme à l'accoutumée, communiqué à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils aient tous un même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à ces auditions. Vous aurez constaté que je m'interroge sur les conséquences également d'une métropolisation croissante au sein de l'Occitanie. C'est un phénomène que l'on retrouve au niveau national et donc une question d'aménagement du territoire. C'est une question qui me semble particulièrement intéressante et je pense que notre débat aujourd'hui sera d'autant plus riche qu'une large part des membres de notre commission, même s'ils ne sont pas tous présents ici, mais une large part des membres de notre commission d'enquête est élue d'Occitanie. Voilà, j'arrête ici et je reprendrai la parole et avec d'autres questions éventuelles après votre intervention. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Merci, Monsieur Hoffner. Madame. Vous avez la parole. Pardon. Euh, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, quelques minutes de présentation très rapide, mais pour vous expliquer peut-être la nature des propos que je vais développer. Bon, j'ai eu une carrière de 30 ans de recherche, y compris avec des responsabilités effectivement au CNRS, à l'École des Ponts, recherche sur les questions de mobilité, d'articulation entre réseau et territoire, mais aussi des travaux sur la planification urbaine et territoriale. Voilà, il se trouve que j'ai une formation initiale à la fois en ingénierie et en sciences sociales. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à l'articulation entre les processus d'évaluation et la décision politique. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est que après ces 30 ans de bons et loyaux services dans l'enseignement supérieur et la recherche, j'ai été pendant 13 ans directeur de l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, où là, j'ai été plus en contact, sinon dans l'opérationnel, du moins dans la conception et la mise en œuvre de l'action publique. Ce qui fera que parfois mes exemples seront plus aquitains qu'occitans. Mais vous l'accepterez volontiers, j'imagine. Alors, cette affaire d'enclavement, pour vous répondre tout de suite, et puis je reviendrai ensuite sur, mais le mot est intéressant. Euh, alors, on pourrait dire qu'un territoire est enclavé quand il est étranger à son environnement. Hein, les enclaves célèbres en matière de géopolitique, Kaliningrad, voilà, ancien Königsberg, enclave russe au sein de pays étrangers. C'est d'une certaine manière l'amplification d'effets frontières. Les effets frontières, il y en a toujours. Dès lors qu'il y a un périmètre, il y a une frontière. Hein. Mais dans un enclavement qui est forcément relatif, qui n'est jamais absolu, les effets frontières sont amplifiés. Et pour prendre un autre vocabulaire, on pourrait dire que la continuité territoriale ne se fait pas facilement. Donc, on voit bien que c'est une affaire relative, on voit bien que c'est une question de niveau d'insertion, de modalités d'insertion quantitative et qualitative dans des réseaux d'échange. Mais ces réseaux, ils sont nombreux, on peut s'y insérer de multiples manières. Donc, je reviendrai là-dessus par rapport à cette affaire de savoir si Castres est enclavé ou pas. Mais une autre question qui est intéressante et sur laquelle je vais ensuite développer mon propos, c'est qu'il n'est pas sûr qu'un enclavement soit forcément une mauvaise nouvelle. Je vais vous prendre deux exemples que je cite souvent et qui ont été résumés par des titres de journaux. Le Monde en 2015, Bretagne, une région aisée, mais qui souffre de son enclavement. Effectivement, la Bretagne est le Finistère de la France. Pourquoi souffre-t-elle de son enclavement? Elle est aisée. Et plus intéressant encore, 2014, une grève d'Air France. La grève d'Air France met en lumière l'enclavement de Toulouse. Sans TGV et à la merci des grèves d'Air France, la capitale régionale se révèle mal desservie et isolée.
Alors c'est intéressant parce que s'il y a une ville qui se porte bien depuis 40 ans en France, c'est Toulouse. Voilà. Voilà. Donc on voit bien que la Bretagne se porte aussi plutôt bien, effectivement, du macroéconomique et socio-économique, Toulouse aussi. Et on veut absolument nous expliquer que ces villes ou ces régions sont enclavées et que c'est un problème. Voilà. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais on voit bien là qu'il y a euh, évidemment une question de relativité dans cette notion d'enclavement. Toulouse sans TGV, bon, là, je dirais que l'affaire va peut-être être réglée, mais est-ce un problème? Est-ce un problème? Et on voit bien là qu'on est sur d'autres manières de penser l'insertion dans les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'histoire de l'évolution du réseau du TGV qui fait que si presque tout le monde en a, si presque toutes les grandes villes en ont, il faut que celle qui n'est pas encore desservie ait également sa gare TGV et le TGV qui arrive. Et donc, on est sur un autre registre d'argumentaire, finalement, qui est de dire qu'à un certain moment dans la société, dans la pensée territoriale, le fait de ne pas avoir accès à tel ou tel réseau devient dirimant. Même chose pour la Bretagne, d'une certaine manière. Quimper et Brest voudraient le TGV à, à 3 heures. Les flux ne sont pas là. Et pour autant, ce Finistère, cet éloignement géographique, structurel, peut aussi être évidemment un atout par rapport à d'autres formes de projets territoriaux. Voilà, juste pour mettre en évidence le fait que dès qu'on parle de réseau, d'infrastructure, moi je vous parlerai assez indifféremment de ferroviaire, de TGV, de route ou voire de tramway ou de métro ou de réseau d'énergie. On va avoir des registres argumentaires différents suivant les périodes de développement du réseau. Et ça, évidemment, les évaluations ex ante de l'intérêt des projets ne prennent pas en compte cette manière de penser le réseau et son évolution. Alors, pour restructurer le propos, il se trouve qu'il y a 30 ans, j'ai écrit dans la revue phare francophone de géographie qui s'appelle l'Espace géographique, un article qui s'appelait Les effets structurants du transport, mythes politiques, mystification scientifique. Le titre a peut-être été un peu pour le succès de l'article qui a été cité à la fois dans le monde académique et hors du monde académique. Il a été tellement, entre guillemets, reconnu que la revue a fait 20 ans après, c'est-à-dire en 2014, un dossier sur l'article d'Hoffner 20 ans après. Je vais vous en donner la teneur. Mais ce qui est intéressant et perturbant pour un scientifique, un intellectuel engagé dans le monde public, c'est que personne n'a vraiment remis en compte du point de vue scientifique, technique, intellectuel, ma thèse. Et pour autant, cette idée d'effet structurant, d'impact, continue à perdurer et continue à alimenter le discours politique, médiatique aussi, politique sur les réseaux de transport. Et donc là, c'est peut-être l'originalité de mon propos, c'est d'essayer de comprendre, mais avec vous, pourquoi cette force de ce que j'appelle un peu fortement cette mystification scientifique. Et pourquoi le mythe politique est toujours là et pourquoi le mythe politique continue à servir d'argument pour ces projets d'infrastructure. Alors, rapidement, parce que c'est
va pas dire ça peut être un peu ingrat, mais pourquoi une mystification scientifique? Il y a eu beaucoup d'études de suivi effectuées ici et là, en France, à l'étranger, dans des cadres plus ou moins formels par rapport à la législation ou dans des cadres plus scientifiques. Moi, il se trouve que j'avais beaucoup travaillé sur Lyon, par exemple, à la fois l'arrivée du métro, l'arrivée du TGV, etc. Alors, il y a d'abord beaucoup d'études euh, qui ne sont simplement pas rigoureuses. Elles ne sont pas rigoureuses, je pense pas qu'il s'agisse de manipulation, mais il y a des raisonnements qu'on peut faire aussi nous-mêmes et qui nous conduisent à des conclusions trop hâtives. À Bordeaux, le prix de l'immobilier augmente. Vous interrogez euh, l'homme de la rue, comme on dit, et une bonne partie des élus vous disent, ah oui, c'est le TGV. C'est le TGV, c'est l'arrivée du TGV qui a fait augmenter le prix de l'immobilier. À minima, regardez les prix de l'immobilier, voir qu'il y a eu une augmentation par rapport à quand le TGV n'était pas là, ça ne dit rien. Hein. On fait une photo avant-après, qui est encore une méthode assez largement utilisée, ne dit absolument rien sur ce qui s'est passé. À minima, il faudrait avoir un film et il faudrait avoir évidemment les tendances et voir ce qui se passe quand le TG arrive ou en anticipation ou lorsque la mise en œuvre est effectuée. Donc là, le côté avant-après ne va pas. Le plus rigoureux dans des études d'évaluation a posteriori, c'est comparer la situation effective avec la situation forcément virtuelle de ce qui se serait passé si l'autoroute, le TGV, le métro n'étaient pas arrivés. Ça, on a du mal à le faire. On a du mal à faire, sauf si on a une grande multiplicité d'études de cas, ou bien si on a le recul historique. Et encore, si on était dans la pharmacologie, on dirait la seule méthode vraiment légitime et rigoureuse, c'est ce qu'on appelle le double aveugle, l'expérimentation en double aveugle. On donne un placebo, on donne le médicament, on voit ce qui se passe, et ni le médecin ni le patient ne savent ce qu'ils prennent, et ce qui est donné ou ce qu'ils prennent. Alors, expérimentation en double aveugle en matière de politique publique, c'est un peu compliqué. Pour autant, les pays anglo-saxons et les pays scandinaves ont quand même une culture de l'évaluation des politiques publiques plus forte que celle que nous avons en France, pratiquent d'une certaine manière cette façon de faire. Par exemple, aux États-Unis, on va avoir un État qui va expérimenter un dispositif, je ne sais pas, le permis de conduire à 16 ans, et un autre État qui ne va pas l'expérimenter. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, on est dans des conditions méthodologiques d'évaluation plus rigoureuses. J'insiste pas là-dessus, mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est effectivement qu'on est tous un peu attirés par l'envie de faire des relations de cause à effet. Alors, on dit, il se passe quelque chose, ben je vais tenter de l'expliquer. Lorsqu'on arrive méthodologiquement à être rigoureux, alors on y arrive, je vous le disais, de façon historique. Hein, par exemple, on sait ce qui s'est passé au fur et à mesure dans les villes moyennes françaises, au fur et à mesure de leur desserte par le fer et l'implantation d'une gare au XIXe siècle. Voilà, on a des études là-dessus. On sait, à force d'avoir, pour le coup, avoir eu des observatoires sur les autoroutes, en France, on sait quand même assez bien, parce qu'on a été sur la longue durée, ce qui s'est passé sur les autoroutes, y compris depuis, peut-être que certains
personnes auditionnées vous ont cité le travail d'une thèse de François Plassard, qui était dans le laboratoire d'économie des transports d'Alain Bonafous et d'Yves Crozet, sa thèse sur autoroutes et développement régional, et qui va conclure en 1977 par l'absence d'effet des autoroutes. Donc, si on laisse de côté donc la critique méthodologique, mais qui est une critique nécessaire, hein, parce que, bon, par exemple, les bilans LOTI, c'est souvent fait un peu rapidement, mais même eux, on arrive à dire des choses intéressantes. En tout cas, voilà, quand on prend le temps et les précautions, quelle est, en formule synthétique, la conclusion? La conclusion, c'est que les infrastructures de transport amplifient et accélèrent des tendances préexistantes. Je pense qu'il y a consensus là-dessus. Il y a consensus, y compris dans des organismes tels que les héritiers de la DATAR, par exemple, qui étaient très sur quand même une vision très aménagiste, très proactive des infrastructures, acceptent cette idée qu'il y a amplification, accélération des tendances préexistantes. Le mécanisme est finalement assez simple. Une infrastructure de transport nouvelle crée, grâce à des vitesses plus rapides, un accroissement de l'accessibilité et donc une dilatation des aires de marché, des zones de chalandise. Des aires de marché pour des services, pour des produits, pour de l'habitat, pour de l'emploi. Ça, on le comprend bien. On le comprend bien. La 69 se fait. L'aire de marché pour le résidentiel des habitants de Castres comme de Toulouse s'élargit. Mais cette affaire d'élargissement des aires de marché, elle ne fonctionne que pour certains services ou certains produits. La boulangerie du coin de Toulouse, le fait qu'il y ait des gens de Castres qui peuvent venir éventuellement un peu plus vite à Toulouse ne change rien pour elle. Sa zone de chalandise ne change pas. En revanche, pour les services, les produits pour lesquels l'élargissement de l'aire de chalandise est pertinente, et bien là, la concurrence s'accroît. Et si la concurrence s'accroît, c'est ceux qui vont bien qui vont aller mieux, et c'est ceux qui vont pas bien qui vont aller encore moins bien. Je vous prends deux exemples, qui sont des exemples sur le TGV Paris-Lyon, mais le raisonnement est exactement le même. Sur le TGV Paris-Lyon, il ne s'est pas passé énormément de choses. Il y a eu une grande augmentation du trafic, mais en termes, pour le coup, structurants. Il y avait deux produits, entre guillemets, qui étaient à Lyon et qui pouvaient intéresser les Parisiens, ou des gens qui étaient à Paris. À Lyon, il y avait des entreprises spécialisées, des consultants spécialisés dans le conseil aux petites et moyennes entreprises. Parce que Lyon a un tissu de PME historique qui avait fait naître et se développer ces consultants spécialisés. Ces consultants, ils existaient peu ou pas à Paris. Le TGV, avec le fameux aller-retour dans la journée, a permis à ces consultants lyonnais de trouver des marchés à Paris. Deuxième exemple, sinon plus anecdotique, du moins d'une autre nature, la gastronomie lyonnaise. La gastronomie lyonnaise, elle existait, elle rayonne nationalement
Pour autant, on ne fait pas forcément l'aller-retour dans la journée pour aller déjeuner chez un 2 ou 3 étoiles lyonnais. Avec le TGV, les tours opérateurs des touristes japonais qui ne passaient qu'à Paris, puis ensuite allaient à Rome et à Madrid, ont découvert la gastronomie lyonnaise et ont fait l'aller-retour pour le déjeuner. Ce sont des niches, hein, et ce sont des illustrations, mais des illustrations pour bien faire comprendre cette affaire de zones de chalandise qui s'élargissent, mais qui ne s'élargissent pas pour tout, évidemment. Hein. Il y a des tas d'aires de chalandise, de zones d'aires de marché qui n'ont de pertinence par rapport au redimensionnement de l'aire de marché que pour quelques sujets très précis. Et dans l'autre sens, parce qu'évidemment, ça marche dans l'autre sens, vous avez un boucher au fin fond d'une vallée alpine qui vit tranquillement à vendre sa viande un peu plus cher, évidemment, qu'ailleurs, mais comme les habitants du village n'ont pas d'accès à l'hypermarché qui est un peu plus loin, le boucher vit tranquillement. Vous prolongez une autoroute ou vous faites une voie express pour que les skieurs aillent plus vite dans les Alpes, eh bien, les habitants du village, ils découvrent qu'à l'hypermarché du coin, où ils peuvent aller un peu plus facilement, un peu plus en aval dans la vallée, eh bien, il y a aussi de la viande qui est beaucoup moins chère. Et le boucher perd sa clientèle. Donc, l'autoroute ou la voie express a élargi l'aire de marché du boucher, mais à son détriment, parce que il n'était pas concurrentiel par rapport à ce qui se trouvait dans cette aire de marché. Voilà, vous voyez un peu ce mécanisme qui explique ce grand résultat de l'amplification et de l'accélération des tendances préexistantes. Et donc, comme je disais, les activités ou les territoires qui vont bien en profitent et ceux qui ne vont pas bien n'en profitent pas. Exemple de Bordeaux, le TGV arrive à Bordeaux en 1990. Il fait passer la liaison Paris-Bordeaux de 4h30 à 3h et quelques. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Bordeaux est dans sa phase belle endormie. Belle endormie, pas de dynamisme, pas de tendance structurelle positive, un pilotage politique faible. Il ne se passe rien. 2014, le TGV arrive cette fois-ci en 2 heures sur Paris-Bordeaux. Les tendances qui étaient déjà là depuis de nombreuses années, attractivité démographique, hausse des prix immobiliers, sont renforcées. On voit une légère inflexion. Les courbes montent, une légère inflexion avant l'arrivée avec un effet d'anticipation, un effet d'anticipation qui est provoqué par la croyance dans les faits, si je puis dire, et puis ensuite la courbe reprend sa progression. Donc là, on a bien toute une série de preuves et me semble-t-il, une explication logique et pédagogique de ces effets. Sur les autoroutes précisément, mais ensuite je reviendrai sur les argumentaires. Sur les autoroutes précisément, vous savez, mais vous en avez peut-être déjà parlé, l'exemple de l'autoroute Pau-Langon. Hein. Pau-Langon, alors c'est intéressant parce que justement, je ripe un peu là sur la partie argumentaire politique. Je vais me permettre quand même de regarder une citation. En tout cas, Pau Langon, Alain Rousset, président de région, dit Pau est enclavé, justement, Pau est enclavé à 2 heures de Bordeaux. À 2 heures de Bordeaux.
Pau enclavé entre parenthèses parce que à 2 heures de Bordeaux. Et puis Pau perd de la population. Donc là, l'enclavement, c'est par rapport à Bordeaux, finalement. C'est intéressant de raisonner comme ça. Bon, manque de chance avec l'élargissement de l'Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine. S'il faut mettre Limoges à 2 heures des plages de surf du Pays Basque, ça devient compliqué. Mais on voit bien là que le périmètre institutionnel, le territoire qu'on veut prendre en considération, joue sur cette notion d'enclavement. Alain Juppé, lui, à l'époque maire de Bordeaux, avait un argumentaire qui était plus sur l'ordre de la cohésion territoriale. Hein, cette idée de cohésion qui est quand même, qui n'est pas évidente à saisir. Bon, vous savez mieux que moi que sur cette autoroute, non seulement le trafic a été beaucoup plus faible que prévu, euh, donc les péages ont augmenté, donc les argumentaires autour de la sécurité, etc., deviennent un peu caducs, puisque si on veut que les camions et les automobilistes prennent l'autoroute, il vaudrait mieux réduire les péages. Et puis les bilans lotis qui ont eux-mêmes été évalués par l'inspection générale de l'équipement, etc., montraient non seulement qu'il ne s'était rien passé, euh, mais aussi qu'il y avait eu de vagues tentatives type zone d'activité aux échangeurs, mais qui étaient faites de manière non coordonnée. Et je me permettrai d'insister là-dessus euh, pour passer peut-être au côté un peu mythe politique en expliquant que cette affaire de la croyance, je ne sais pas quel est le bon terme, la croyance, le mantra, le dogme des effets structurants, non seulement ne se, ne se retrouve pas dans les recherches scientifiques, mais est également probablement contre-productif par rapport à la manière dont on peut valoriser une infrastructure. Parce qu'en croyant à des effets automatiques et des relations de cause à effet, eh bien, on perd ses capacités, les capacités de l'action publique, à valoriser au mieux cette infrastructure lorsqu'elle est décidée et lorsqu'elle va exister. Pour finir sur ce premier aspect de la mystification scientifique, il y a aussi quelque chose d'intéressant à comprendre, me semble-t-il, c'est que euh, au-delà de cet aspect d'amplification et d'accélération des tendances préexistantes, il y a des effets appelons ça synergie. On n'est pas dans des relations de cause à effet, de toute façon, hein, mais on est dans je dirais, des convergences de mutation. Je vais prendre un exemple qui est sur les comportements de déplacement. C'est-à-dire quand est-ce qu'on change, quand est-ce qu'on quitte sa voiture pour prendre le transport collectif, quand est-ce qu'on quitte le transport collectif pour prendre le vélo, voilà, les changements de comportement de déplacement. Si on regarde ces changements de comportement avec la fameuse formule toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire on touche rien, on prend des gens dans lesquels il ne se passe rien dans leur vie, si je puis dire, qui ne changent pas de logement, qui ne changent pas d'emploi, qui ne changent pas de structure familiale, et ben en général, il ne se passe rien. Car la nouvelle offre de transport ne modifie pas leur comportement de déplacement. En revanche, s'il y a ce que les sociologues appellent une rupture dans le cycle de vie, c'est-à-dire si le petit qui était à l'école primaire passe au collège, si l'un des membres du ménage change de localisation pour son travail, voilà, s'il se passe quelque chose au niveau du cycle de vie de la famille, du ménage, alors là, il peut se passer quelque chose en matière de comportement de déplacement. Et on le vit tous et toutes, on le perçoit bien soi-même. Si on a effectivement une transformation de ces modes de mobilité,
c'est bien en général quand il y a par ailleurs quelque chose qui nous fait soit découvrir qu'il y a une nouvelle offre de transport, soit repenser nos manières de se déplacer. Donc, tout cela pour dire que il faut effectivement oublier la relation de cause à effet et être sur l'idée, pardon, qu'il y a cette amplification et cette accélération des tendances et qu'il y a aussi des effets de synergie à rechercher. C'est pour ça que, je dirais, en prospective sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux par rapport à la gestion des processus de décision sur ces infrastructures et surtout par la gestion de la mise en œuvre et de l'accompagnement de ces infrastructures de synergie me semble important. Je parle un peu trop là, je vous. Est-ce que vous voulez une petite pause de questions à ce moment ou je continue? À votre convenance, si vous voulez finir votre propos, on vous posera des questions en suivant. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, effectivement, si on est d'accord sur cette idée que voilà, qu'il n'y a pas d'effet structurant des transports, que le mot impact est lui-même beaucoup trop fort, hein, mais qu'il y a donc des accompagnements à la fois en termes d'amplification et d'accélération, parce qu'il y a, selon les opportunités, selon les contextes, une nouvelle offre de transport qui va ou pas rentrer en synergie avec d'autres mutations du territoire. Il faut là se demander pourquoi, ce que j'appelle le mythe politique, pourquoi le mythe politique perdure. Parce qu'il est toujours là, hein, il est toujours là et il est toujours là aussi beaucoup dans la manière dont, alors il ne s'agit pas de critiquer les médias, ils ont les mêmes torts que l'ensemble de la société, mais pourquoi aussi les médias relaient beaucoup cette façon de voir les choses. J'ai des tas d'exemples. Le TGV qui va tout changer, l'autoroute Pau-Langon qui va tout changer, couverture d'un hebdomadaire. Alors, il y a une première raison qui n'est pas satisfaisante, mais qui est qu'il est toujours plus facile, voire plus pédagogique, d'expliquer le changement par une relation de cause à effet univoque. Euh, les, les Parisiens envahissent, entre guillemets, Bordeaux parce qu'il y a le TGV. Le problème, c'est que les Parisiens n'ont pas envahi Metz, ni Nancy, ni Strasbourg, où il y avait aussi le TGV. Hein, grosso modo, c'est grosso modo, depuis 20-30 ans, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier ont une attractivité démographique que n'ont pas les autres métropoles. Voilà. Je dirais à la fois au-delà effectivement de l'accessibilité TGV, qui est désormais quand même assez bien répartie. Et je dirais même, mais c'est un autre sujet, au-delà même peut-être des politiques publiques locales et métropolitaines développées. Il y a quand même des tendances lourdes sur ces questions. Mais donc, au-delà de l'argument, de l'explication de l'effet structurant par la simplicité de l'analyse, il me semble qu'il y a à regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'évolution des argumentaires au fil de l'évolution du réseau. Parler de la morphogenèse des réseaux. D'abord, le politique, vous le savez mieux que moi, est là pour agir. Il a besoin d'agir. Il a besoin d'agir pour montrer que l'action publique sert à quelque chose. Et très souvent, le grand projet
le grand projet dans tous les sens du terme, hein, mais enfin le projet qui est, voilà, pour schématiser sans ironie, le projet que l'on voit et que l'on peut inaugurer. Le grand projet à la faveur de l'action publique locale, territoriale, parce qu'il se voit et parce qu'il et voilà, parce qu'il est la preuve visible de l'action des pouvoirs publics. C'est un peu embêtant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, l'avenir est sans doute plus au ménagement qu'à l'aménagement, comme on commence à dire, et parce que les questions de gestion, d'entretien, de maintenance devraient très probablement prendre beaucoup plus de place. Et puis le grand projet, bizarrement, vous allez trouver que j'exagère, mais il est peut-être plus facile à financer. On trouve plus facilement des milliards que des millions. Et on verra ce que deviennent ces projets de RER métropolitains, mais voilà, on va plus facilement peut-être trouver grâce à un financement dédié des RER métropolitains que des cars express qui, sans doute, mais c'est un autre sujet, rendraient beaucoup plus de services. Je ferme la parenthèse, mais donc il y a une, voilà, il y a effectivement une propension dans l'action publique à favoriser les grands projets. Premier sujet. Ensuite, les infrastructures. Euh, les routes. Je ne vais pas vous faire une petite histoire des routes en 10 minutes, mais on n'a pas fait les routes toujours pour la même chose. Les empires et les royaumes ont fait des routes pour guerroyer. Les royaumes et les républiques ont souvent fait des routes pour symboliser et faire fonctionner un territoire politique. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand Louis XI crée la poste, la poste royale et voulant développer la poste royale, fait en sorte que se développent les routes qui vont avec, il veut marquer les limites et façonner, formaliser, formater les limites du territoire sur lesquels il règne. Ça sera la même chose avec les révolutionnaires et le télégraphe de Chappe, et ça sera beaucoup la même chose ensuite avec la route puis le fer. On va vouloir aller jusque dans les campagnes. Et les royalistes comme les républicains voudront montrer qu'ils s'occupent des campagnes. Et donc là, en termes d'évolution du réseau, il y a une première phase où finalement on trace des lignes. On trace des lignes. On trace les lignes royales, on trace les lignes d'empire, Napoléon pour aller jusqu'aux frontières et au-delà. La notion de réseau n'est pas présente. On trace des lignes. Quand on fait le TGV, pour une histoire plus récente, quand on fait la ligne Paris-Lyon, quand on fait Paris-Lyon, la SNCF, le projet se fait parce que la SNCF ne veut pas voir arriver l'aérotrain, projet de monorail, etc., en disant, mais moi, des locomotives, il y a longtemps que je sais faire les faire rouler à 200, 250 à l'heure. Donc la SNCF voilà, comprend qu'elle doit innover avec ses fournisseurs de matériel, et puis la ligne Paris-Lyon est saturée. Et puis ça tombe bien parce que Paris-Lyon, c'est un peu, il y a du relief, mais si on arrive à aller assez vite, on peut monter des pentes et on peut non seulement gagner en vitesse, mais on peut gagner en kilomètres. Donc on fait la ligne Paris-Lyon. Personne à l'époque ne pense, d'une part, que le TGV va aller se balader, que les locomotives vont aller se balader sur les rails habituels à vitesse ordinaire.
Les moteurs ne sont pas faits pour ça. Et personne ne pense qu'un jour, on parlera d'un réseau TGV. Donc, ça va venir progressivement. Et c'est là où je veux attirer votre attention par rapport à des argumentaires qui peuvent différer je dirais, suivant la phase de maturité du réseau. C'est que d'abord, il y a des raisonnements en termes de lignes, finalement, de tronçons, et les évaluations les évaluations économiques sont là-dessus. Elles sont sur des tronçons. Hein. Et voilà, et d'autant plus que l'Europe ne permet pas, par exemple, des péréquations sur les autoroutes entre tronçons bénéficiaires et tronçons déficitaires. Mais il y a un moment où le service rendu devient suffisamment intéressant pour que on commence à penser son développement en réseau. En réseau, et donc on va faire de nouvelles lignes, etc. Et au bout d'un moment, ce développement en réseau fait que le service rendu va être considéré comme indispensable. Hein, on va parler, alors dans d'autres secteurs, dans l'électricité, dans l'énergie, dans les télécommunications, on va parler de service universel. Évidemment, aujourd'hui, sans Internet, on ne peut pas vivre en société. Il y a eu ce même raisonnement pour l'électricité, pour le gaz dans les villes. À un moment, on s'est dit, ben voilà, si il y a des précurseurs, c'est pas forcément les plus riches d'ailleurs, ça dépendait aussi des contextes territoriaux. Pour l'électricité, par exemple, qu'on l'électricité, au bout d'un moment, tout le monde doit l'avoir. Et finalement, sur les réseaux de transport, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, sauf que l'électricité, la prise téléphonique ou l'antenne pour téléphone mobile, globalement, il faut savoir qui paye, mais on peut couvrir l'ensemble de l'espace. On peut mailler l'espace dans sa totalité. Et on peut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui a été fait avec les chemins, les routes, les chemins vicinaux. On allait au plus près de la production de blé, ce qui fait qu'au bout d'un moment, mais il a fallu la fin du 19e siècle, le marché du blé a été unifié au niveau de la France. Hein. Voilà. Et on a cette idée, cette même idée dans les transports, mais qui ne peut pas se traduire de la même manière. Parce que vous ne pouvez pas avoir une station de tramway en bas de chez vous, partout. Vous ne pouvez pas avoir partout une gare TGV. Vous ne pouvez pas avoir partout un aéroport. Parce que voilà, le dispositif technique font que ça ne peut se faire et que pour que ces réseaux fonctionnent correctement, il faut les hiérarchiser. Il faut les hiérarchiser voilà, le TER, le TGV, la route départementale, la route nationale, l'autoroute. À partir du moment où vous hiérarchisez, vous sortez de l'égalitarisme territorial. Vous ne pouvez pas mailler de façon totale, vous ne pouvez pas superposer le réseau au territoire. Et donc, ben, vous faites des jaloux. Vous faites des jaloux, et c'est pour ça que le TGV, par exemple, parfois, on le voit sur les périphéries pour le coup, où les villes demandent à avoir des arrêts, mais où la SNCF leur dit, bah, oh, mais si je m'arrête tous les 20 km, j'ai même pas le temps de prendre ma vitesse, donc ça va pas. Et donc là, on a effectivement des compromis, on va dire, à trouver entre une inégalité de traitement justifiée par l'efficacité du service et une revendication d'égalité territoriale qui est légitime, surtout en France, par rapport à toute une histoire de la fabrication du territoire. Et donc, l'histoire des autoroutes, c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, évidemment, tout le monde ne peut pas avoir un échangeur routier en bas de chez soi, mais aimerait bien l'avoir. Et donc, pour trouver cet ajustement
entre l'impossible couverture universelle et une certaine égalité, on va inventer ce que la loi Pasqua avait formalisé, hein, je ne sais plus, 30 minutes, 40 minutes pour accéder à un échangeur autoroutier ou une gare TGV. Ce qu'on retrouve historiquement. Le métro parisien, quand Fulgurance Bienvenue fait son métro, il dit d'habitants de Paris à plus de 300 mètres d'une station de métro. Le plan Fraissinet de développement du ferroviaire en France, fin du 19e, c'est grosso modo une gare dans chaque chef-lieu. Hein, donc on introduit une norme, je veux dire, d'égalité, mais qui est une égalité évidemment par rapport au territoire et pas par rapport aux individus. Y aurait-il qu'un individu, on lui donnerait éventuellement la possibilité d'avoir accès en 30 minutes à un échangeur autoroutier ou une gare de TGV. Voilà, donc là. Peut-être, Monsieur Hoffner, comme voilà, on a écouté votre propos pendant un peu plus de 50 minutes, je pense qu'il y a des questions et qu'on est un peu contraint dans le, Oui, oui, dans le oui, timing. Je vois que Madame la rapporteure a levé la main pour des questions. J'en ai moi aussi également. Si vous voulez conclure votre propos, peut-être, mais assez rapidement pour qu'on puisse. Ou oui, est-ce que. oui, oui, tout à fait. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est dire que ce mythe de l'effet structurant n'est pas propice à la bonne gouvernance de la décision et qu'il faut s'en détacher. Il faut accepter cette idée de l'amplification des tendances, accepter cette idée des synergies pour, pour bien gérer la décision des infrastructures et leur mise en œuvre. Bien gérer tout ça, ça veut dire se préoccuper des tendances préexistantes, anticiper les aires de marché, les zones de chalandise qui vont être affectées par l'infrastructure, en bien ou en mal, et si c'est en mal, eh ben, prévenir ces effets négatifs. Et puis, il faut, ça c'est assez classique, mais enfin, dans les mesures d'accompagnement, évidemment, coordonner les mesures d'accompagnement pour que ce qui est à valoriser dans le territoire le soit au mieux, et ce qui pourrait souffrir de la nouvelle offre, et on voit bien que ça arrive régulièrement, soit également anticipé par rapport à des contre-mesures, si je puis dire, qui anticipent ces effets d'anticipation. Donc, on revient sur un discours assez convenu, mais me semble-t-il légitimé par la critique de l'effet structurant, de projets, collectifs. 30 secondes sur un dernier exemple qui m'a étonné quand je suis parti de Bordeaux. Pas l'autoroute, pardon, le TGV Bordeaux-Toulouse. J'ai entendu beaucoup d'arguments pour et contre. Je n'ai jamais entendu un projet sur les coopérations entre Bordeaux et Toulouse. On pourrait se dire, si on fait ça pourrait être pas mal. Alors, il se trouve que les deux agences d'urbanisme, depuis très longtemps, œuvrent pour l'idée que Bordeaux-Toulouse, ça pourrait être une métropole à deux têtes. Il suffit même pas de regarder ça du côté de Shanghai, même du côté de l'Europe, Bordeaux-Toulouse, ça a un sens. Mais voilà, il y a des raisons qui ont fait que personne ne s'intéressait à cette affaire, alors que c'était probablement, s'il y a un argument pour cette ligne, c'est certainement pas le désenclavement de Toulouse, mais c'est plutôt des coopérations intéressantes et fructueuses entre Bordeaux et Toulouse. Voilà. Mais ça s'anticipe, ça se prépare et ça donne un sens territorial à l'infrastructure. Merci de votre écoute patiente. J'ai été trop long, mais Non, c'était très intéressant et on vous remercie, je vous remercie évidemment de vos propos qui sont, et qui amènent effectivement une réflexion qui est la vôtre et qui est tirée de l'expérience
que vous avez pu voir. Vous avez repris, vous l'avez dit, des exemples entre Paris et Bordeaux. Alors moi, vous savez, je suis député du Tarn, de la troisième circonscription du Tarn, et j'ai eu la chance pendant 15 ans de travailler en tant qu'avocat au barreau d'Albi. Donc je connais assez bien le bassin d'emploi Castres-Mazamet, et aussi également la situation de l'agglomération albigeoise. Peut-être pour essayer de vous apporter un peu une contradiction, mais et vous m'en excuserez, c'est un peu le ressenti, non pas du spécialiste, mais le ressenti j'allais dire, de la personne ayant travaillé sur ce territoire-là et qui est élue depuis 7 ans. Je ne suis pas, moi, certain qu'on puisse transposer l'exemple que vous évoquez entre Paris, Bordeaux, et les conséquences de l'arrivée du TGV et l'arrivée de cette infrastructure autoroutière entre Toulouse et Castres-Mazamet. Castres-Mazamet, c'est un bassin d'emploi de 80 000 personnes. Vous le savez, c'est le seul bassin d'emploi en ex-Midi-Pyrénées, mais en Occitanie, à ne pas être relié à Toulouse par une infrastructure autoroutière. C'est le cas de Foix, de Tarbes, de Montauban, d'Albi. Et Ah je oui. crois qu'il y a là aussi, à travers la réalisation de cette infrastructure routière, non pas la volonté que vous avez évoquée de ces élus locaux qui voudraient absolument montrer leur action sur le territoire autour de grands projets, mais bien la nécessité de régler voilà, quelque chose qui est plus de l'égalité des chances entre ce territoire sud-tarnais et qui demande à être désenclavé. Et j'entends moi parfaitement ce que vous avez évoqué sur quand on parle de désenclavement, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est un désenclavement, on parlait d'enclavement relatif. Moi, je suis prêt à entendre tout cela, mais il y a aussi également d'autres notions, vous savez, qui sont des notions autour de l'attractivité d'un territoire qui souffre aussi également en termes d'emploi, des chefs d'entreprise qui tous les jours vous disent, moi, si je n'arrive pas à recruter un ingénieur, voilà, eh bien, c'est une question de survie économique pour moi aussi également d'un territoire. Je crois qu'il y a aussi également, et peut-être pour vos futurs axes comment dirais-je, de recherche aussi également, à faire le parallèle dans cette infrastructure routière et la situation qui est quasi similaire que l'on connaît entre Toulouse-Albi et Toulouse-Castres. Vous avez là, au fond, la préfecture albigeoise qui est à 75 km de l'agglomération toulousaine et Castres qui est à peu près à la même distance, à 1 ou 2 kilomètres près. Une qui bénéficie d'une infrastructure routière et l'autre qui ne bénéficie pas. Vous voyez, et c'est excessivement flagrant, le développement économique qui s'est fait peut-être dans une moindre mesure sur l'agglomération albigeoise, encore que il y a certains secteurs sur lesquels je reviendrai qui bénéficient à plein de cette desserte par l'infrastructure autoroutière, mais c'est surtout le long de cette infrastructure autoroutière. Regardez les villes comme Saint-Sulpice-la-Pointe, qui sont desservies par deux dessertes autoroutières. La ville de Lavore, la ville de Rabastens, la ville de l'Île-sur-Tal, la ville de Gaillac. Vous avez des villes qui sont aujourd'hui en plein essor, en plein développement économique, et ce développement-là, il ne s'est pas fait sur l'axe entre Toulouse et Castres. Rien à Cuctulza, rien à Morescopon, ou pas grand-chose, rien à Puylaurens. Vous voyez? Et donc, on voit bien la différence qui s'est opérée sur la desserte entre Toulouse et Albi et entre ce qui, voilà, aujourd'hui est attendu dans le cadre de cette desserte entre Toulouse et Castres. Quand je vous parle d'emploi, je ne dis pas ça évidemment à la légère sur les attentes qui sont faites. Vous avez aujourd'hui des sociétés comme la société IMS Network, qui est une société, la seule société qui est sur le COS, donc à Castres, sur la zone industrielle à Castres, et qui fait de la cybersécurité. Et elle vous dit, moi, Jean, pour faire venir un ingénieur sur le COS, c'est peine perdue. J'y ai renoncé depuis des années. Personne ne veut venir à Castres parce que Castres n'est pas attractif. Quel est le mécanisme que ces sociétés ont opéré alors qu'il s'agit de chefs d'entreprise qui sont très attachés à leur territoire? Eh bien, tout simplement, elles ont délocalisé une partie de leur activité à Toulouse pour pouvoir accéder à cette manne des ingénieurs et des sociétés. Et je pourrais reprendre l'exemple, si vous voulez, à les multiplier dans tous les secteurs d'activité. Je recevais en permanence la semaine dernière des personnes en charge de la psychiatrie à Castres.
Et la psychiatrie, elle est découpée entre le nord et le sud du Tarn. Bon, eh bien, dans le sud du Tarn, on peine à recruter des médecins psychiatres, alors que la capitale albigeoise y est très bien desservie. Je prends encore un exemple pour vous montrer la différence qui existe. Vous avez deux tribunaux judiciaires et on a la chance d'avoir deux tribunaux judiciaires à Castres et à Albi. Après, avec un volume d'activité qui est à peu près identique. Savez-vous combien d'avocats il y a inscrits au barreau de Castres par rapport au nombre d'avocats inscrits au barreau d'Albi? Vous avez, parce que vous avez une école des avocats à Toulouse, vous avez 50 avocats qui sont inscrits au barreau d'Albi, au barreau de Castres, alors que vous en avez le double qui sont inscrits au barreau d'Albi pour deux tribunaux judiciaires qui ont un même volume d'activité. On voit bien que là, il y a une problématique aussi également, peut-être qui doit être appréciée aussi également en termes d'attractivité du territoire. Pourquoi est-ce qu'un avocat qui sort de l'école de Toulouse va vouloir s'installer plutôt à Albi et pas à Castres, alors qu'il y a un volume d'activité qui est différent, qu'il aurait plus de chances de mieux gagner sa vie à Castres qu'il ne le fait, à Albi. Il y a donc, encore une fois, je crois, pas de croyance ni de mythe politique autour de la réalisation de cette infrastructure autoroutière. Il y a vraiment la nécessité et un appel à l'aide de ces chefs d'entreprise de plein de secteurs d'activité. Je parlerai je peux parler du secteur d'activité aussi de la santé, de survie économique d'un territoire, d'attractivité. Évidemment que cette infrastructure autoroutière, elle ne réglera pas toutes les problématiques. Et je crois qu'il faut être raison gardée, évidemment, par rapport à ce que vous évoquez sur comment dirais-je, l'enclavement et sur les conséquences de ce désenclavement souhaité. Mais il y a quand même malgré tout un aspect qui est très prégnant et une comparaison objective qui peut très bien se faire et se réaliser entre la manière dont s'est développée l'agglomération albigeoise par rapport à l'agglomération Castres-Mazamet et surtout le développement économique qui s'est fait le long de l'infrastructure entre Albi et Toulouse et entre Albi et Castres. Et donc, j'entends ce que vous me dites par rapport aux prétendues attentes sur le développement de Bordeaux par l'arrivée du TGV. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'on soit sur les mêmes périmètres et sur les mêmes données, encore une fois, compte tenu de ce que je vous ai évoqué. Donc, voilà, je voulais simplement vous remercier encore une fois. Encore une fois, vous avez, à la place qui est la vôtre, beaucoup plus de compétences que moi. C'est simplement, moi, en ce qui me concerne, peut-être le fait de vous redire ce que j'entends, ce que je constate et que je vois en tant qu'élu local qui côtoie aujourd'hui toutes les entreprises et qui peut faire un certain nombre de constats sur la situation économique d'un bassin d'emploi, en vous disant très simplement qu'effectivement, cette autoroute, elle ne réglera pas tout, mais elle est une partie au moins de la solution, et notamment sur le critère de l'attractivité d'un territoire. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi également à y regarder de plus près. Donc, vous m'excuserez, j'ai pas vraiment de questions à vous poser. C'était plus un retour d'expérience pour venir, j'allais dire, nous permettre de débattre utilement dans le cadre de ce que vous avez exposé. Et je vous en remercie. Je vais passer la parole à Madame la rapporteure qui aura peut-être plus de questions que moi à vous poser. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? On vous entend. Ah, je n'entendais plus personne. Oui, Ouais, merci, Monsieur le Président. Alors, on voit bien que après le plaidoyer pro domo de Monsieur Terlier pour la 69, combien peuvent se heurter à la fois les éléments objectifs ou scientifiques ou tirés de l'expérience tels que vous nous en avez fait état, Monsieur Hoffner. Un de vos confrères, je ne sais pas si c'est un confrère véritablement, ou en tout cas quelqu'un qui a témoigné, Yves Crozet, que vous devez connaître pour être un spécialiste des transports, parle de la question des transports comme un monde de chimères. Vous nous parlez comme étant un mythe politique. Et je pense qu'avec les deux propositions, on rejoint véritablement toute cette question relative à la réponse tellement complexe de ce qu'une infrastructure routière, ferroviaire ou aérienne peut ou ne pas faire par rapport à un territoire, et particulièrement quand ce territoire n'a pas de projet. Et on rejoint également, et les propos de M. Terlier, ils font complètement écho sur la question aujourd'hui de la norme d'égalité que chacun veut revendiquer concernant son territoire, ce qui est assez normal, et que d'ailleurs avait essayé de traiter la loi Pasqua dans la définition de l'enclavement, vous y avez fait référence,
par la facilité d'accès, mais bon, qui en réalité n'a jamais été appliquée car l'ambition exigeait des investissements. On retrouve cette même recherche de définition dans une proposition de loi sénatoriale qui propose une autre définition juridique de l'enclavement en prévoyant au 31 décembre 2025. Alors, c'est une proposition de loi, hein, donc bon, c'est perspective elles aboutissent dans le contexte d'ailleurs financier actuel me paraissent extrêmement faibles, mais qui explique qu'au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n'est située à plus de 50 kilomètres ou de 45 minutes d'automobile d'une unité urbaine de 1500 à 5000 emplois, d'une autoroute ou une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de 60 minutes d'automobile d'une gare desservie par une ligne à grande vitesse, bon, etc. On voit bien que par cette définition, et d'ailleurs par la loi Pasqua également, finalement, Castres n'est pas enclavé. Castres a une unité urbaine avec beaucoup plus d'emplois que la définition même que les sénateurs veulent apporter, des bénéficies d'une route, bénéficient d'une voie ferrée et bénéficient d'un aéroport. Et pourtant, beaucoup, M. Terlier s'en est fait l'écho, font état de la nécessité d'une autoroute. Quand au bout du compte, l'aménagement d'une route, la route nationale 126, beaucoup plus économe en termes de terre, beaucoup plus économe en termes de biodiversité, beaucoup plus économe en termes de financement, aurait été suffisante. Et donc, ma question, c'est par rapport à aujourd'hui, les données telles que nous en avons, telles que nous en le savons, particulièrement au regard de la nécessité, alors j'ai bien aimé l'expression de l'avenir qui est plus au ménagement que à l'aménagement. Est-ce que vous pensez toujours important, au-delà de la 69, que nous soyons dans une poursuite incessante d'un aménagement de territoire qui soit autant destructeur de zones naturelles, autant destructeurs de biodiversité, autant destructeurs de terres agricoles et dans un contexte souveraineté alimentaire tout particulièrement, au prix, et c'est le cas de le dire, d'un péage qui soit supporté uniquement par des usagers de façon extrêmement importante. Vous avez cité le cas de Pau-Langon et vers la 69, on va le voir dans les auditions à venir, on risque de s'orienter exactement vers la même situation. Donc, en résumé, l'aménagement du territoire aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que c'est? Monsieur Hoffner, pour vos Oui. réponses. Merci. Alors, je vais peut-être non pas contourner la question parce que Ah non, parce que je ne vous ai pas posé la question et le télétravail dans tout ça. voilà. Mais alors, tout bon chercheur réinterprète les questions qu'on lui pose. Donc, je vais me permettre, y compris en articulant avec ce que Monsieur le Président a dit, je crois que c'est vous, Madame, qui avez parlé au début de la métropolisation. Je pense que c'est peut-être ça le meilleur cadre de référence. C'est-à-dire, je crois qu'à Toulouse, c'est inventé ou s'invente, comment ça s'appelle, un dialogue métropolitain entre Toulouse et puis justement les 6 ou 7 villes moyennes autour de Toulouse. Euh, c'est quoi une métropolisation heureuse? Moi, je crois qu'il peut y avoir une métropolisation heureuse. Euh, le processus de métropolisation, on a inventé ce concept, pas pour dire qu'il y avait plus de concentration dans les grandes villes, parce que ça existe depuis que les villes existent, hein, les hiérarchies urbaines se renforcent, mais on a parlé de métropolisation pour faire comprendre qu'il y avait de plus en plus un fonctionnement des territoires en réseau à la fois en réseaux locaux, mais aussi en réseaux mondiaux.
parce que la métropolisation, entre autres, est fille de la globalisation économique. Mais pas seulement, pas seulement. Lorsqu'un étudiant, un habitant d'Albi, un jeune d'Albi va faire ses études à Toulouse et revient régulièrement chez lui, ça fait partie d'une certaine manière de la métropolisation. Lorsque Angoulême décide que son destin est lié à celui de Bordeaux et qu'il y a des échanges entre Bordeaux et Angoulême sur les histoires de bandes dessinées, de jeux vidéo, d'édition, on est dans un processus de métropolisation. C'est-à-dire que c'est pas le bassin de vie du quotidien, hein, mais c'est voilà, un réseau de vie un peu plus élargi, y compris pour des motifs liés au loisir, à la santé, à la culture, qui ne sont pas effectivement de l'ordre du motif quotidien. Et par rapport à cette métropolisation, l'idée, c'est plutôt qu'on soit dans des processus d'interdépendance et pas de dépendance. Alors je ne connais pas assez votre situation, mais que Albi ou Castres ne dépendent pas de Toulouse, mais que des Toulousains viennent aussi chercher quelque chose à Albi et à Castres, et que ce soit dans les deux sens, et que on ne soit pas dans un processus de périurbanisation qui, lui, peut être effectivement un peu gênant du point de vue de la compacité, on va dire, de nos territoires. Alors, tous les urbanistes rêvent, depuis que l'urbanisme existe, à des configurations polycentriques. Voilà. Alors, dans les configurations polycentriques, euh, les centres sont plus affirmés et ont plus de qualités spécifiques. Euh, les avocats et les médecins que vous citiez, est-ce qu'ils habitent Albi ou est-ce qu'ils habitent Toulouse et ils vont travailler à Albi ou les deux? Mais en tout cas, je trouve difficile de répondre à une question sur des infrastructures sans avoir ce projet de la métropolisation heureuse. L'expression peut faire rire, mais l'interdépendance entre les territoires, c'est une vertu. C'est une vertu. Personne ne peut souhaiter l'autarcie et l'entre-soi. Mais cette interdépendance, elle ne doit pas s'effectuer dans des mouvements browniens dans tous les sens. Elle est à penser en fonction des dynamiques locales aussi. Quelles sont les ressources d'Albi comparées aux ressources de Castres? Je ne sais pas. Ressources au sens économique, culturel, de formation, etc. Euh, quand les universités décident de gré ou de force, par exemple, de délocaliser une première année d'études d'enseignement supérieur, de dire on met pas tout à Bordeaux, on va mettre une année je reprends mon exemple d'Angoulême. Voilà. Là, on pense des interdépendances positives entre une métropole et ce qui ne doit pas être ses satellites, hein, mais ces villes alliées. Et, je, et c'est comme pour mon affaire de du TGV Bordeaux-Toulouse. Bon, alors, on est dans un contexte où globalement, on sait que moins d'infrastructures, ça serait quand même mieux. Hein, ça, on peut le dire globalement. Hein, pour plein de raisons qui sont que globalement, à terme, ça serait quand même un peu plus simple de remplir nos engagements par rapport à la décarbonation si on se déplaçait moins loin et moins vite. Hein. Et de ce point de vue-là, dans ce contexte voilà, de réduction des projets d'investissement, il peut y avoir des investissements d'infrastructures qui restent utiles, voire nécessaires, mais pour moi, c'est le projet territorial et en particulier pour le cas de votre territoire, ce qui pourrait être ce projet alors c'est pas le projet de la grande métropole toulousaine, hein, mais c'est le projet d'un système territorial articulant Toulouse et ses 6, 7, 8 villes moyennes qui l'entourent. Et à partir de ça, effectivement, on peut se dire, ben,
l'infrastructure nouvelle pourra servir à quelque chose ou pas. Voilà. Et quant à la question de autoroute versus route nationale élargie, bon, ben là, je crois qu'on est, on est, l'action publique est très malheureusement tributaire de dispositifs de financement qui ne répondent plus aux questions et qu'on voit bien qu'il faudrait probablement inventer un financement où les autoroutes servent aussi à financer les routes, dès lors qu'on considère qu'il y a des usagers qui peuvent payer, mais que ces usagers sont aussi des contribuables et que voilà, et que l'intérêt collectif national peut aussi profiter de ces financements. Là, je le répète de façon un peu forte parce que c'est quand même aussi ce qui s'est passé pour la Société du Grand Paris et la nouvelle Société des grands projets, où on dédie des financements spécifiques en considérant que de toute façon les emprunts et les intérêts courront décennie après décennie, ce qui est quand même une façon un peu étonnante de s'intéresser à l'argent public. Merci Monsieur Hoffner pour votre réponse. Peut-être je passe la parole à Madame Hérodi qui a levé la main et je vous la redonnerai après Madame la rapporteure. Madame Hérodi. Merci, Monsieur le Président. Du coup, Madame Hérodi, députée du Tarn de la deuxième circonscription, donc du coup sur la zone Albi. Puisqu'il y a un état des lieux qui a à peu près été fait sur la zone sud du Tarn, moi je tenais du coup à vous parler du nord du Tarn Albi a donc son autoroute. Et quand moi je rencontre les maires, les maires me disent eh ben, nos villages sont devenus des villages et ils se plaignent de ça. Ils disent aussi que ben, ils ont un coût supplémentaire pour tout ce qui est assainissement, qui est un coût énorme pour les villages et souvent ils n'ont pas les moyens. Les écoles ont été fermées, donc ils ont des problèmes pour accueillir les nouveaux arrivants. Les collèges et les lycées sont très loin, donc des temps pour aller du coup au lycée ou au collège énorme pour ces enfants-là. Après, on compare Albi et Castres. Chaque grande ville a son hôpital. La psychiatrie est maltraitée dans notre département, c'est généralisé en France. Et avec les déserts médicaux, de toute façon, tout ça ne va pas s'améliorer, autoroute ou pas autoroute. Et après, le taux de chômage est quand même plus élevé à Albi qu'à Castres. Alors, je ne l'invente pas, hein, ce sont des chiffres INSEE. On constate aussi qu'on a une fac à Albi et on a un campus universitaire et une école d'ingénieurs à Castres. Donc, je pense que Castres n'est pas sous-doté. Eh ben oui, monsieur Terre, donc Castres n'est pas sous-doté par rapport à Albi. Il n'y a pas voilà, d'après moi. Bon, ceci étant dit, je vais passer à ce que vous avez à vos propos, monsieur Hoffner. D'après ce que je comprends et vos propos et analyses depuis près de 30 ans, l'argumentaire du désenclavement, du coup, serait un mythe politique qui décrédibilise les scientifiques et qui alimenterait la sphère médiatique. Et sur les observatoires des autoroutes et développements régionaux, il en ressortirait que ceux qui vont bien et qui en profitent, euh, ceux qui en vont bien profitent du coup de l'arrivée de l'autoroute, mais les autres, les plus petits, j'ai cru comprendre, disparaissent quand ils sont mal en point déjà. Il y a des développements de niche pour du coup un très petit nombre, mais pour les plus gros toujours. Euh, Au pire, on accélère les tendances existantes. Donc, s'il y a des entreprises qui sont mal, pour parler des entreprises, eh bien, ça crée cet effet-là. Ensuite, sur l'argumentaire sécuritaire, parce que c'est aussi un argumentaire qui est très utilisé par beaucoup d'élus, ben, vous nous dites aussi que cet argumentaire est un peu caduque quand le trafic diminue. Et là, on constate que le trafic diminue sur l'axe Castres-Toulouse depuis plusieurs années. Donc, cet argumentaire-là serait aussi pas le bon, on va dire. Et alors, moi, j'aurais du coup une question. Comment s'y prendre pour analyser et préciser les besoins et choix démocratiques de mobilité et définir ainsi des solutions multimodales adaptées, y compris du coup le ferroviaire?
Monsieur Hoffner, pour votre réponse. Alors, là encore, non pas en reformulant la question, mais en mettant en évidence que on pourrait appeler la gouvernance du système de déplacement n'existe pas. Elle n'existe pas parce que on a des autorités organisatrices de la mobilité qui, en fait, sont restées des autorités organisatrices des transports. Alors là, les mots ont leur sens, même si on les mélange tous, transport, déplacement, mobilité. On est dans un monde où la mobilité, prise d'une façon un peu conceptuelle, c'est un mode de vie. La mobilité, c'est le déploiement dans le temps et dans l'espace d'un programme d'activité. Voilà, vous avez un type de mode de vie qui fait que vous avez un certain nombre d'activités. Ces activités, il y en a que vous pouvez faire chez vous, mais ça fait partie de la mobilité, y compris le télétravail. Hein. C'est votre programme d'activité. Il y en a que vous faites à côté de chez vous, puis il y en a que vous faites plus loin. Hein. Ça, c'est la mobilité. Et personne, il n'y a pas de gouvernance de cette mobilité. En particulier, dans beaucoup de sujets, on voit bien que les rythmes de vie sont importants. Hein. On pourrait analyser, y compris les gilets jaunes, comme des gens qui ont du mal avec les rythmes de vie, hein, avec des horaires imposés, etc., avec des trajets. Bon. Personne ne s'occupe de ça parce que le système de pilotage public, qu'il soit national ou local, il s'intéresse à l'offre de transport. Il s'intéresse à l'offre de transport, donc il s'intéresse à des flux. Finalement, il compte des flux. On compte des voitures, on compte des passagers, on compte des vélos. Finalement, on ne se demande pas, et ça c'est la notion de déplacement, d'où les gens viennent, où ils vont et pourquoi. Et puis, il y a des tas de déplacements aussi qu'on ne sait pas bien compter parce que les enquêtes ménage déplacements ne sont pas bien faits pour ça, etc. Donc, on a quelque chose qui est très axé historiquement sur le transport au sens offre d'infrastructure et puis offre de service. Et puis, on n'a pas cette vision voilà, multimodale, vous le disiez, des déplacements. Moi, je pense qu'il y a à inventer une autorité organisatrice de la mobilité au sens le plus large du terme. Alors, on pourrait dire la loi d'orientation des mobilités a confié cette tâche aux régions. Avec tout le respect que je dois aux régions, à leurs élus et à leurs techniciens, ils ont, les régions, quand même beaucoup, pour le coup, légitimé et visibilisé leur présence politique en construisant des lycées et en faisant rouler des TER. Et je pense, alors j'ai parti, c'est plus respectueux, mais partir des cultures professionnelles que je connais bien dans les régions vont mettre longtemps à faire l'apprentissage, l'acculturation de ces questions de mobilité dès lors qu'elles ont passé beaucoup de temps à discuter avec la SNCF sur leur chemin de fer. Voilà, donc quelque chose qui est totalement lacunaire, c'est ce que j'appellerais l'exploitation de la route. Moi, je m'intéresse beaucoup au périurbain. Dans le périurbain, il y a des routes à inventer. Les routes départementales, elles sont à transformer. Les routes départementales, on les a fait pour les voitures il y a fort longtemps. Les routes départementales peuvent être les nouvelles voiries de ces territoires périurbains si on arrive à les densifier, à les compacter, etc., en permettant ce qu'on appelle les mobilités douces et également aux cars express, au covoiturage, etc., d'y circuler plus facilement. Dans les lotissements, la voirie est à réinventer. Et ça, personne ne s'en occupe parce que chacun, en fait, on a divisé les compétences par la propriété des voiries.
Mais les voiries, ça circule. Il faut des opérateurs de réseau, hein. Les opérateurs de réseau, au début de l'automobile en France, l'opérateur de réseau, ça a été les frères Michelin avec leurs cartes, leurs guides et leurs bornes de jalonnement qui avaient intérêt à ce que le réseau automobile se développe, mais qui permettaient que les routes ne soient pas des tronçons, mais soient un réseau dans son ensemble. Donc, cette autorité organisatrice d'exploitation de la route, elle est inventée. Euh, quant à l'intermodalité, bon, moi, je connais et le ferroviaire. euh, Là encore, je connais trop mal votre région. Moi, je pense que plus que les RER métropolitains, c'est ce que la loi d'ailleurs a appelé les services express métropolitains, qui est intéressant parce que le RER, c'est un modèle quand même très parisien. Le RER, au bout de chaque ligne, il y a quelques millions d'habitants et quelques millions d'usagers. C'est rarement le cas dans les métropoles où on a deux zéros en moins, hein. Le, le, la- une loi fondamentale de l'économie des transports, c'est massifier les flux. Voilà. Alors, massifier les flux, quand on a des millions d'habitants, on massifie dans des RER. Quand on en a des centaines de milliers, on massifie dans des métros ou des tramways. Quand on en a encore un peu moins, il vaut mieux massifier dans des autocars ou des voitures partagées, hein, souvent on dit la voiture partagée, c'est le transport collectif du périurbain. Et ce qu'il y a en tout cas à penser, si développement de services ferroviaires il y a, pour le coup, c'est les gares. C'est les gares. À la limite, d'une certaine manière, moi je mets toujours en avant le projet territorial, même si c'est contre-intuitif. Euh, c'est- un- on pourrait imaginer de partir plutôt que partir d'infrastructures, partir d'un schéma des pôles et des nœuds, des hubs, comme on dit maintenant, des hubs de mobilité. Et puis certains hubs de mobilité peuvent être des gares avec des rails et des trains qui passent, et d'autres hubs de mobilité parce que il n'y a pas il y a pas d'historique sur le ferroviaire et que ça coûte très 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 cher de construire de nouvelles lignes. Le hub il se passera autrement. Il se passera avec des gares express et avec une autre vocation pour ce type de gare. Voilà. Mais euh, voilà, moi j'insiste beaucoup sur le fait alors c'est pas pour supplier pour une énième réforme législative ou institutionnelle. Ça peut se passer au niveau technique, ça peut se passer avec des agences d'urbanisme et des syndicats mixtes de mobilité. Voilà, la boîte à outils peut être là, mais voilà, on a trop pris l'habitude de ne pas prendre à la bonne échelle et dans l'épaisseur du concept, si je puis dire, ces questions de mobilité. Voilà, vous excuserez ces réponses un peu Non, non, théoriques. je vous remercie. Merci, Monsieur Hoffner. Madame la rapporteure? Oui, pardon, je n'avais pas mis mon micro. Écoutez, vraiment, c'était absolument passionnant tout ce qui a été dit et nos échanges d'aujourd'hui. En fait, en réalité, là, on a parlé de la 69, mais on a aussi parlé de la loi Notré qui a tué dans l'œuf les coopérations Bordeaux-Toulouse, par exemple, qui auraient pu se voir le jour. On a parlé également du millefeuille administratif qui fait qu'en définitive, sur les mobilités, qui sont évidemment l'analyse des modes de vie et non pas la question des transports, fait que l'un s'occupant du vélo, l'autre s'occupant du train, l'autre s'occupant de la route et le dernier décidant pour une autoroute, au bout du compte, les évolutions et les visions globales des intermodalités ne sont pas prises en compte et la 69 en est particulièrement le reflet puisque dans ce dossier, on a analysé les reports route-autoroute, on a analysé évidemment le côté financier de combien ça va coûter la route et qui va payer et combien ça va coûter l'autoroute et finalement qui va pas payer sauf l'usager. On a également cette vision que vous avez évoquée sur le projet territorial qui est à mettre en place au départ et le reste ensuite potentiellement d'une route ou d'une voie ferrée ou d'un bus pourrait
être la réponse à ce besoin ou ce désir de modalité. Donc, en fait, on a parlé de tous les sujets et c'est à ce titre-là que votre métier et vos recherches sont passionnantes. En tout cas, merci de nous les avoir fait partager. Et puis, si vous le voulez bien, et si je peux me permettre, par rapport aux questions peut-être plus pointues et plus précises que je vous ai posées dans le questionnaire, d'y répondre par écrit, de façon succincte, évidemment, votre temps étant précieux, de façon à avoir quelques éléments écrits sur des questions plus particulièrement liées à la 69. Mais en définitive, on le voit bien, ce dossier-là, la 69, c'est les mêmes questions que nous nous posons, en tout cas sur la question aménagement du territoire, qui ont pu se poser, et malheureusement avec la même réponse pour le barreau Pau-Langon dont vous avez parlé, mais également pour d'autres projets autoroutiers, étant observé que, par exemple, la ville d'Auch, puisque vous connaissez un peu moins notre région, qui n'est pas reliée par une autoroute, a un bassin de vie et un PIB plus important que le bassin albigeois, et Rodez, qui n'est pas lié non plus par une autoroute, a un très grand projet de territoire, et des routes payées par le contribuable de la solidarité nationale et bien plus en termes de PIB, si on ne raisonne qu'en PIB économique, important que celui de Castres. Et Tarbes, par exemple, relié par une autoroute, ou Perpignan ont un poids économique et un taux de chômage bien plus élevé que Castres ou Albi. Donc voilà, on voit bien par ces analyses statistiques toute la complexité qu'il y a à répondre par l'idée que c'est une infrastructure qui peut créer le dynamisme et les inconvénients ensuite de cette infrastructure quand en effet la métropolisation a tendance finalement à suivre le fil bitumeux et à se prolonger vers des communes qui subissent finalement cette métropolisation sans en avoir les moyens, notamment en termes d'infrastructures elles-mêmes, au détriment des villes moyennes qui finalement perdent du potentiel. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement compliqué. Ce n'est pas une autoroute qui règle la question. Et en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'une autoroute, par rapport à la question de la biodiversité, c'est définitif, et par rapport à la question de l'artificialisation, c'est également définitif, et que aujourd'hui, notre raisonnement devrait être complètement tourné sur cette préservation de notre habitat de façon générale, qui est notre planète. Voilà. Bien, écoutez, en tout cas, merci infiniment, Monsieur Hoffner. Et puis, en tout cas, ce qui me concerne, je n'ai plus de questions. Voilà. Merci, Madame la rapporteure, Monsieur Hoffner. À mon tour de vous remercier pour votre présence ce matin en commission d'enquête. Merci pour l'exposé que vous avez pu. Voilà, vous avez entendu que il y a différents sons de cloche qui s'expriment, avec peut-être voilà, d'un côté une vision peut-être un peu plus statistique, ce qu'on veut faire donner et dire aux chiffres, et puis il y a aussi également les attentes du territoire, de celles et ceux qui y habitent et qui depuis plus de 30 ans souhaitent voir arriver le désenclavement de ce territoire. J'ai bien entendu que quand on parlait de désenclavement, il fallait le faire avec précaution. C'est ce que je fais. Il n'a jamais été de celles et ceux qui défendent le chantier de l'autoroute A69 de dire que cette infrastructure autoroutière, elle réglera toutes les problématiques. Mais encore une fois, elle rapportera de l'attractivité, ça j'en suis intimement persuadé. Et encore une fois, si je peux me permettre, peut-être vous dire et aller vérifier comment les choses se passent et en analyse entre voilà, la métropole albigeoise et puis l'infrastructure autoroutière qui la dessert à Toulouse, et surtout le long et le développement qui s'y est créé. Je pense que c'est un bel exemple aussi également de réussite et de réalisation de désenclavement par une infrastructure autoroutière. Et encore une fois, je crois que le sud du Tarn attend cela depuis très longtemps. C'est vécu comme une profonde inégalité territoriale. Et c'est en tout cas le souhait de celles et ceux qui portent ce projet depuis très longtemps, que ce soit la région, le département ou les élus locaux, d'où qu'ils viennent, qui attendent avec impatience cette infrastructure autoroutière qui est bien avancée. Et donc, voilà, je voulais vous remercier évidemment pour les propos qui ont été les vôtres, et remercier l'ensemble des membres de la commission présents ce matin. Merci. Merci, Monsieur Hoffner. Au revoir. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Merci à Bonne vous. journée, au Bonne revoir. continuation pour vos travaux.
Oui, et pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits de ce chantier. C'est pas le but de la commission d'enquête, hein, mais Ah. ça, vous le savez très bien, Madame la rapporteure.